Alors, bonjour à tous. Merci au Conseil du statut de la femme d'avoir invité l'Institut de la statistique du Québec à présenter les résultats sur l'évolution des écarts de rémunération. L'essentiel de la présentation portera sur un article que j'ai publié l'année dernière, en fait l'automne dernier. Mais évidemment, pour les fins du colloque et pour enrichir la réflexion, j'ai ajouté quand même beaucoup d'autres résultats que je vous présente ici. Avant d'arriver véritablement aux résultats de comparaison de rémunération, il m'apparaissait important de présenter certaines données contextuelles qui permettent justement de comprendre un peu mieux l'évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Évidemment, la question de la scolarisation ne ferait pas de surprise de dire que les femmes sont plus scolarisées, mais je tenais quand même je trouvais ça important de présenter un peu l'évolution historique pour montrer jusqu'à quel point qu'on a passé d'une situation où la scolarisation inférieure soit celle des personnes qui possèdent moins qu'un diplôme, à tout le moins secondaire au maximum, était en fait que pratiquement une norme il y a à peu près 25 ans au Québec. Et aujourd'hui, on voit que c'est un renversement de tendance, alors que les femmes, environ 40 d'entre elles, possèdent un titre universitaire. Et évidemment, ont dépassé les hommes depuis un certain nombre d'années. Ce changement, vous aurez compris, permet d'accéder à de meilleurs emplois et aussi une meilleure rémunération. Mais il reste tout de même que les écarts de rémunération subsistent malgré le fait que les femmes sont plus scolarisées. Rien de nouveau, mais quand même le mettre en perspective ici. Autre élément, évidemment, cette scolarisation-là a eu pour impact d'améliorer la participation des femmes au marché du travail. Ici, le taux d'emploi des 25-64 ans, vous voyez quand même la progression des femmes et le rétrécissement de l'écart entre les sexes qui s'est produit durant toutes les années ici présentées. Vous aurez compris que la baisse observée en 2020 s'explique par la pandémie, évidemment, mais qu'aujourd'hui, environ 78 des femmes âgées de 25-64 ans travaillent et les hommes un peu plus à 83 Il reste que depuis un certain nombre d'années, les écarts ne bougent plus entre les hommes et les femmes ici. Mais pour mieux apprécier la participation des femmes au marché du travail, il faut aller un peu plus loin dans le raisonnement et regarder en termes d'emploi à temps plein. Parce que c'est souvent à cet égard-là que les écarts peuvent apparaître entre les femmes, et c'est ce qu'on voit ici. La croissance a été quand même soutenue chez les femmes, puisqu'on est passé d'environ 48 à environ 66 de taux d'emploi à temps plein. Vous voyez tout de même que l'écart est encore de 13 points entre les sexes et témoigne que la participation des femmes au marché du travail se distingue à plus d'un titre sur le plan de la durée du travail. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques sur les horaires de travail, on constate vraiment ici les différences entre les sexes qui existaient en 98 et qui existent encore en 2022. Par exemple, en 2022, environ 35 des femmes ont un horaire court, c'est-à-dire moins de 35 heures par semaine, et les hommes seulement 19 Les horaires normaux qu'on qualifie de 35 à 40 heures sont plus présents chez les hommes, et les horaires longs, évidemment. Mais ce qu'on constate ici, c'est un changement à travers le temps chez les hommes, puisque les horaires longs ont diminué, passant de 16, environ 17 à 11 Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais il y a moins d'écart en termes de durée de travail. Les hommes travaillent moins de longues heures ici. Donc, c'est un facteur quand même, on voulait ressortir ici la différenciation. Quand on regarde les absences et les heures supplémentaires, donc ce qui permet de comprendre encore plus les différences entre les genres, mais on voit que les absences pour obligations personnelles ou familiales. En 2022, chez les 15 ans et plus, chez les femmes, c'est environ 87 heures en moyenne par salarié. Et ça inclut à la fois les mères et les non-mères et les femmes qui ont des enfants plus âgés également. Donc, vraiment, c'est un rapport de 1 sur 4. Les femmes prennent beaucoup plus d'heures d'absence pour des obligations personnelles ou familiales. Et pour aussi les absences pour maladie ou incapacité, ici, il y a un écart plus élevé entre les femmes et les hommes. Et ça s'explique, entre autres, non pas parce que les femmes sont plus malades, mais parce qu'elles s'occupent davantage des enfants et prennent des absences pour maladie ou incapacité à ce titre. À l'opposé, les heures supplémentaires sont plus élevées chez les hommes, comme on peut le voir ici, en moyenne par année, et ce qui indique, encore une fois, que la durée du travail n'est pas la même. Quand on fait le bilan de cette durée-là, ce qu'on constate sur une base annuelle, c'est que les hommes font environ en moyenne 230 heures de plus de travail par année. Évidemment, ici, ça tient compte du fait d'avoir des responsabilités familiales, d'avoir des congés maternité, puisque ça comprend aussi ces statistiques-là. Mais tout de même,
les femmes ont une offre de travail réduite par rapport aux hommes. Donc, ça fait partie des éléments contextuels qui expliquent les différenciations de rémunération. La concentration professionnelle est un autre aspect qui est souvent relevé, ce que d'autres appellent, notamment Ruth, qui nous présentera des données sur la ségrégation professionnelle. Ici, des grands groupes professionnels. Je voudrais pas être, vous donner des résultats trop décevants, mais vous comprendrez ici qu'il y a peu de changements dans la concentration professionnelle entre les hommes et les femmes. Les femmes sont majoritairement, évidemment, dans la santé, l'enseignement, les droits, les services sociaux, dans le domaine des affaires, finances, administration, la vente et services également. Et quand on voit à l'autre spectre les emplois plus manuels, bien évidemment, les femmes sont peu présentes. Et à travers le temps, quelques améliorations, mais sans plus. La présence dans le secteur public est un autre aspect important dans l'évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. On sait que depuis une vingtaine d'années ou 25 années, il y a eu une croissance du secteur public au Québec en raison des besoins des services publics, en raison du vieillissement de la population, en raison de différentes réalités. Le gouvernement ou l'État a augmenté le nombre d'emplois dans le secteur public et ce sont les femmes qui en ont profité largement, comme on peut le voir ici. Évidemment, ce ne sont pas des mauvais emplois, ce ne sont pas des emplois nécessairement toujours bien rémunérés, mais par contre, ils se distinguent des emplois dans le secteur privé pour les femmes. La présence syndicale est un autre aspect qui est venu influencer l'écart des salaires ou l'évolution des écarts de salaire. Comme on peut le voir ici, les femmes ont réussi à maintenir leur taux de présence syndicale et même à l'augmenter au cours des dernières années, mis à part l'année 2020, qui est une année particulière. Il reste tout de même que les hommes ont baissé leur taux de présence syndicale, ce qui peut expliquer aussi la diminution des écarts de salaire que nous verrons tout à l'heure entre les hommes et les femmes. Un autre élément qui est important à mettre en perspective avant d'aller dans les résultats, c'est de regarder un peu ce que j'appelle la structure salariale. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est qu'il faut comprendre que les femmes et les hommes, au-delà de la comparaison des rémunérations horaires, n'ont pas la même réalité en termes d'occupation d'emploi dans les différentes tranches de salaire. On voit ici dans le premier bâtonnet qu'au salaire minimum en 2022, ce sont les femmes qui étaient majoritaires, environ 53 %. Lorsqu'on monte un peu le cadran salarial vers les moins de 20 $ de l'heure, c'est encore les femmes qui sont majoritaires. Et si on pousse un peu à 20-29, on voit qu'encore une fois, les femmes sont les plus importantes dans ces strates. Mais dès qu'on tasse vers le 30 $ et plus, donc on arrive avec le salaire moyen au Québec en 2022, c'est l'inverse qui s'observe. En particulier chez les 40-49 $ de l'heure, les gens qui gagnent, c'est 58 % des hommes qui s'y retrouvent et même 60 % dans les 50 $ et plus. Donc, évidemment, à la vue de ce résultat-là, vous comprendrez qu'on ne peut pas arriver avec une parité salariale quand on présente les ratios de rémunération horaire qui sont ici présentés. Alors, qu'est-ce que ça indique ici comme mesure? C'est celle qui est utilisée, c'est de prendre évidemment le salaire des femmes sur celui des hommes. En 2022, on est à 90 %. Évidemment, on a fait du progrès depuis 98 à 83 %, mais il reste tout de même qu'on voit que ça ne bouge plus depuis un certain nombre d'années. Ce qui est important aussi de mettre en perspective, ce sont les revenus hebdomadaires. Donc, il y a un impact important aussi. On voit que le ratio baisse à 81 %. Ça indique simplement que quand on tient compte des heures de travail et de la durée, bien, l'écart s'agrandit puisque, comme vous avez vu précédemment, la durée du travail est moins élevée chez les femmes. Donc, c'est important de regarder les écarts de salaire à la fois en termes horaires, mais aussi en termes hebdomadaires ou annuels pour mieux rendre compte des inégalités entre les femmes et les hommes. Pour mettre en perspective avec le reste du Canada, je présente ici les courbes évolutives au Québec, en Ontario et en Alberta. La courbe turquoise, celle du Québec, indique que la situation du Québec est relativement meilleure par rapport aux autres provinces, notamment celle de l'Ouest, et qu'il y a eu des améliorations quand même dans les autres groupes. Mais le Québec a encore une certaine longueur d'avance en la matière, toute relative. Alors, les résultats. Attention, il y a beaucoup de chiffres qui seront présentés. Je vais essayer de ne pas trop les donner. Ici, dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est les grands groupes professionnels. Qu'est-ce qu'on entend? C'est les domaines professionnels au Québec pour pouvoir comprendre comment ont évolué les ratios de rémunération horaire.
Les petits astérix ici vous indiquent que les variations sont significatives. Donc, il y a eu vraiment un changement d'un point de vue statistique. Et dans le cas où il n'y en a pas, ça veut dire qu'on n'arrive pas à percevoir un changement. Probablement qu'il n'y en a pas eu ou probablement qu'on ne peut pas le voir avec les statistiques utilisées. Ce qu'on constate, c'est que dans le domaine de la gestion, il y a eu une amélioration notable du ratio, comme vous pouvez le voir, de 79 à 91 dans le domaine de la vente et services, dans la fabrication, même dans les emplois manuels, les emplois de production, et dans le domaine des finances, des affaires, finances et administration. J'ai mis à côté, plus tard, on verra les niveaux de rémunération horaire qui sont en cause ici. Les sciences naturelles et appliquées, c'est un domaine où il n'y a pas de changement dans les ratios de rémunération horaire. Malgré tous les efforts d'inciter les filles et les femmes à aller vers ces domaines, malheureusement, les écarts de salaire demeurent. Secteur de la santé, presque la parité est observée ici, mais vous comprendrez que les femmes sont largement majoritaires dans ces domaines. Elles finissent par rattraper les quelques hommes qui s'y retrouvent. En droit, enseignement, les services gouvernementaux, peu de changements, donc pas vraiment d'amélioration. Dans le domaine des arts, la culture également. Et dans ce qui a trait au secteur plus des ressources naturelles, les ressources, peu de changements et des ratios assez limités. Dans le détail, ce qu'on constate, c'est que chez les gestionnaires, donc vraiment une amélioration chez les cadres intermédiaires et spécialisés, donc un ratio qui est passé de 78 à 88 Pour vous donner un indice, le taux horaire des hommes en 2022 dans ce groupe professionnel était de 55,34 $. Donc, tout de même, les femmes, dans ces postes-là, ont réussi à améliorer leur situation comparative. Dans le personnel professionnel en gestion des affaires et en finance, donc on parle quand même des emplois qualifiés, ici hautement qualifiés, le ratio a augmenté d'environ 10 points également. Et même chose dans le personnel de soutien de bureau, donc c'est quand même étrange que ce soit majoritairement des femmes, mais qu'encore il y a des retards. Donc, il semblerait y avoir une parité, mais vous comprendrez que l'enjeu ici, ce n'est pas le niveau de rémunération, puisqu'il est assez limité à 23,36 $. Même chose pour le personnel de coordination de distribution, de suivi des horaires. Les femmes ont dépassé, là, semble-t-il, les hommes, mais avec des niveaux de taux horaires assez limités. Dans les groupes du domaine de la vente et des services, j'ai présenté ici quelques résultats pour voir les ratios qui ont augmenté. Évidemment, ce ne sont pas des emplois très payés. C'est la vente et les services. On s'entend qu'on n'a pas des exigences académiques là, de niveau universitaire dans ces domaines, ce qui fait qu'évidemment, il y a des améliorations. Les femmes arrivent avec des salaires plus proches de ceux des hommes. Donc, il y a quand même ici une certaine amélioration sur des niveaux de rémunération qui sont quand même assez faibles. Même chose dans la production. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce sont quand même des emplois peu rémunérés. Les femmes ont fait des améliorations comparatives. Par exemple, dans les monteurs dans la fabrication, c'est vraiment des emplois manuels. Le ratio a augmenté d'environ 13 points ici. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi là où ça n'a pas bougé et là où on offre des bons salaires. Alors, je vous présente ici les résultats. Donc, dans ces groupes, c'est quand même assez surprenant, là, je vous avouerai. Les cadres supérieurs, le ratio serait passé de 70 à 89. On parle vraiment des cadres, de la hiérarchie. Il se peut qu'il y ait un problème ici statistique simplement dont on n'arrive pas à détecter une différence. C'est quand même des salaires assez élevés, mais bon. Pour les autres, les cadres intermédiaires dans le commerce de gros, de détail, dans les services à la clientèle, ceux dans la production, il n'y a pas de changement dans les ratios, donc les femmes n'arrivent pas à améliorer leur position. Dans le personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées, on l'a vu tantôt dans le grand groupe, il n'y a pas eu d'amélioration également. Chez le personnel professionnel en soins infirmiers, bon, le ratio est passé de 100 %. Les femmes gagnent plus que les hommes. Ça pourrait signifier ici qu'elles ont des postes plus importants, donc une rémunération plus adéquate leur est accordée. Également, dans le personnel professionnel des soins de la santé, donc on ne parle pas des soins infirmiers, mais tout ce qui entoure les postes professionnels, le ratio n'a pas augmenté. On n'arrive pas à avoir des changements ici. Même chose dans l'enseignement et dans le personnel professionnel des services gouvernementaux également. À l'opposé, si on regarde les emplois peu rémunérés qui n'ont pas bougé, bien évidemment, le personnel de soutien des services de santé, on comprend ici que les taux, les ratios sont assez élevés, donc on atteint presque la parité. Par contre, dans tout ce qui a trait à la production, l'installation, les opérations d'équipement, ce ne sont pas des gros salaires, comme vous pouvez voir, et les ratios n'ont pas bougé de ce côté-là. Donc, vraiment, dans le secteur de la production, ça ne s'améliore pas du côté des femmes de façon générale.
Je suis allé voir d'autres groupes. Donc, c'est un peu les données nouvelles qu'on présente ici. Ils n'ont pas été présentés nulle part. Donc, vous avez ici les ratios horaires selon le groupe d'âge. Et c'est quand même intéressant de voir que chez les 25 ans et plus, les ratios ont augmenté de façon importante au Québec. On parle, par exemple, chez les 25-44 ans, le ratio horaire est passé de 86 à 92 pour un salaire moyen de 34,07 $ chez les hommes. Les 45-54 ans aussi, c'est des améliorations de plus de 10 points. Chez les 55 ans également. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là. On peut voir qu'il y a des bonnes améliorations. Chez les jeunes, ça peut bouger, mais il faut comprendre que ces ratios sont déjà assez élevés. Et il y a aussi la combinaison travail-études ici. Donc, le 15-24 ans, il faut quand même le relativiser. Alors, l'acétate qui m'apparaît la plus importante et avec ce qui s'est discuté hier durant le colloque, c'est la situation familiale. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des améliorations du ratio horaire chez les femmes qui ont des enfants, que ce soit les enfants de 6 à 12 ans, dont le dernier enfant a entre 6 à 12 ans, de 13 à 17 ans, de 18 à 24 ans. On voit qu'il y a des améliorations et ce sont quand même sur des taux horaires assez élevés, comme vous pouvez voir, qui dépassent largement la rémunération horaire moyenne. Seul bémol, et il est important ici, c'est qu'on n'observe pas de changement dans la situation des mères qui ont des enfants de moins de 6 ans. On voit ici que le ratio n'a pas bougé à 85-86 % sur la période. Donc, pas de changement. Les femmes qui ont de jeunes enfants semblent avoir ce qu'on appelle la fameuse motherhood penalty, c'est-à-dire la pénalité de la maternité. Il n'y a pas d'amélioration du ratio horaire. Donc, c'est vraiment le constat qu'on peut faire ici. Pour ce qui est la durée de l'emploi, donc l'ancienneté, souvent, le fait d'être plus en poste longtemps, évidemment, ça joue positivement. On regarde, par exemple, dans les dernières bandes, les durées de l'emploi de moins de 20 ans et plus, les femmes ont augmenté leur ratio de 85 à 95 %. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le temps, les femmes réussissent à rejoindre les hommes. Mais évidemment, tout le long de la carrière, les gains d'emploi n'ont pas été les mêmes. Donc, ça, c'est une photographie de 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée de l'emploi exerce un effet positif sur la réduction des salaires. Mais par contre, cela ne se traduit pas sur toute une carrière. Finalement, les industries qui ont connu des changements significatifs, tantôt on parlait de profession, mais si on va voir les industries, on voit que la fabrication, ça s'est amélioré beaucoup dans le ratio horaire, dans le commerce également, dans la finance et les assurances, les administrations publiques, et dans les deux derniers cas, c'est quand même des salaires de 40 et 41 $ de plus chez les hommes qui sont gagnés. Donc, il y a des changements positifs ici qui sont observés. Par contre, et c'est là que j'arrive à la fin, la construction, les ratios n'ont pas augmenté. Dans les services professionnels, scientifiques et techniques également. Dans l'enseignement, ça n'a pas bougé. Et dans les soins de santé et assistance sociale. Mais évidemment, dans ce dernier cas, les ratios étaient déjà quand même assez élevés. Donc, on voit les chantiers encore qui restent à les endroits où est-ce que ça bouge plus ou moins, où est-ce qu'il y a des résistances, justement, sont observés. Pour terminer, certains facteurs explicatifs sur la réduction de l'écart de rémunération qu'il est bon de rappeler à la lumière des chiffres qui vous ont été présentés. Évidemment, l'accroissement de la scolarisation supérieure chez les femmes avec une meilleure situation comparative de celle des hommes permet à ces dernières d'arriver à réduire les écarts et même dans certains cas presque avoir la parité. La croissance soutenue des femmes à la participation au marché du travail, notamment en temps plein, est un autre facteur qu'il convient de soulever ici. L'augmentation de l'emploi dans le secteur public occupé en majorité par les femmes vient ajouter une amélioration de leur situation comparative. Évidemment, il faut revenir aussi, il faut les rappeler, les politiques publiques sociales mises en place depuis la fin des années 90 ne sont pas étrangères et ne le resteront pas, ne le sont encore dans l'évolution, à tout le moins dans la réduction des écarts de rémunération. Par contre, certains facteurs causant la persistance des écarts de rémunération méritent d'être encore soulignés, notamment la concentration professionnelle dont on a parlé et industrielle, qui change peu à travers le temps. Les choix éducationnels et professionnels grandement différenciés entre les sexes, il en était question hier, évidemment, ça teinte les écarts de rémunération. Les femmes sont plus nombreuses proportionnellement dans les emplois moins rémunérés. On l'a vu dans l'acétate sur la structure salariale. Si j'avais fait un contrôle secteur privé, secteur public, ça aurait été encore plus frappant. Mais évidemment, les femmes se retrouvent souvent encore dans les emplois moins rémunérés.
L'offre de temps de travail de ces dernières demeure toujours inférieure à celle des hommes, on l'a vu, et ça a même un effet important sur l'écart de revenus d'emploi. Donc, il n'est pas juste nécessaire de parler d'écart de salaire horaire, mais aussi d'écart de revenus d'emploi, puisque au final, la question d'indépendance ou la question d'autonomie financière dépend ultimement des revenus d'emploi qui sont obtenus. Les responsabilités familiales plus importantes chez les femmes, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette question. Évidemment, vous savez que ça impacte leur choix de carrière et l'évolution de celle-ci, et par le fait même leur situation sur le plan de la rémunération. Ça résume, en gros, les chiffres que je voulais vous donner. J'espère que je ne vous ai pas trop découragé. Je vous remercie.